numéro 517. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Je suis heureuse de vous présenter ce matin la proposition de loi que j'ai déposée en décembre dernier avec les membres du groupe La France Insoumise, qui vise à légaliser sous condition l'euthanasie et le suicide assisté. J'espère que nous allons pouvoir débattre sereinement de l'évolution du cadre législatif encadrant la fin de vie dans notre pays, évolution qui est plébiscitée et attendue par nos concitoyens et au-delà même de nos frontières. Un sondage de l'IFOP pour le journal La Croix, publié au début du mois, a en effet montré que 89% des Français et Françaises sondés étaient favorables à ce que l'on aille plus loin que la législation actuelle sur la fin de vie. C'est dire si, au-delà des convictions politiques, religieuses ou philosophiques, nos concitoyens sont aujourd'hui convaincus, de leur immense majorité, de la nécessité de faire évoluer la législation. Je tiens à souligner qu'il ne s'agit pas d'un mouvement d'humeur, car d'un sondage à l'autre, quelle que soit la méthodologie retenue, la solution majoritaire souhaitée en cas de situation de fin de vie insupportable est d'abord la possibilité de demander à ce que le médecin vous fasse mourir, comme le notait en 2012 le professeur Didier Sicard. Chez les médecins aussi, les mentalités ont évolué. Une enquête réalisée en 2013 par l'Ipsos pour le Conseil national de l'ordre des médecins a fait apparaître que 60% des médecins sondés étaient favorables à l'euthanasie. Les esprits sont donc aujourd'hui mûrs pour un changement qui est commandé par une exigence d'égalité. Nos concitoyens sont en effet loin d'être égaux face aux conditions dans lesquelles ils meurent. En 2012, la commission de réflexion sur la fin de vie en France pointait déjà les inégalités socio-économiques du mourir dans notre pays. Alors que la Belgique et les Pays-Bas offrent à leurs ressortissants un accès universel aux soins palliatifs, l'avis citoyen sur la fin de vie, publié en 2013, a établi qu'en France, seuls 20% des personnes qui devraient bénéficier des soins palliatifs y ont accès, avec en outre de lourdes inégalités territoriales qui existent en ce qui concerne les structures palliatives, comme le nombre de lits dédiés en milieu hospitalier. Ces inégalités sont si grandes qu'en 2014, le Comité consultatif national d'éthique a dénoncé le scandale que constitue depuis 15 ans la fin de vie insupportable d'une très grande majorité de nos concitoyens. Notre proposition de loi prend en compte cette inégalité concernant l'accès aux soins palliatifs en faisant de cet accès une exigence préalable à toute procédure d'euthanasie ou d'assistance au suicide. Nous nous trouvons aujourd'hui, au regard de l'euthanasie et de l'assistance au suicide, dans une situation assez comparable à celle qu'ils ont pu connaître jusqu'en 1975 au regard de l'interruption volontaire de grossesse. Soit ils ont les moyens de trouver refuge chez nos voisins européens pour pouvoir y mourir dignement, que ce soit aux Pays-Bas ou au Luxembourg, qui ont légalisé l'euthanasie et l'assistance au suicide respectivement depuis 2001 et 2009, en Belgique qui a légalisé l'euthanasie en 2002, ou encore en Suisse où le suicide assisté est toléré dès lors qu'il n'est pas motivé par un mobile égoïste. Soit ils n'ont pas les moyens de traverser nos frontières, dans ce cas ils subissent sur notre territoire ce que le professeur Didier Sicard a appelé le mal mourir, où ils trouvent d'autres façons d'y mettre fin. Je rappelle à cet égard qu'un rapport publié en 2014 par l'Observatoire national du suicide place la France parmi les pays d'Europe enregistrant le taux de suicide le plus élevé. Un tiers de ces suicides concernant les personnes âgées de plus de 60 ans et la majorité des 10 suicides étaient violents, 53% par pendaison. Quand elles ne mettent pas fin à leur jour, les personnes en fin de vie sont parfois euthanasiées contre leur gré en catimini dans nos hôpitaux. Une étude publiée en 2012 par l'Institut national d'études démographiques, l'INED, a en effet relevé que les décisions médicales avec intention de mettre fin à la vie des patients représentaient 3,1% des décès enregistrés dans notre pays en décembre 2009 et que seul un cinquième de ces décisions étaient prises à la demande des patients. Il est donc grand temps d'encadrer les quelques 4000 euthanasies clandestines qui seraient ainsi pratiquées chaque année dans notre pays. En effet, à mes yeux, il est révoltant que celles et ceux de nos concitoyens qui souhaitent mourir plus vite soient contraints de fuir à l'étranger pour y trouver les conditions d'une mort digne. Mais il est tout aussi scandaleux que celles et ceux de nos concitoyens qui souhaitent mourir plus tard puissent aujourd'hui se retrouver euthanasiés contre leur volonté sur notre territoire. Parce qu'il est urgent de sortir de l'hypocrisie et d'apaiser la colère qui monte chez nos concitoyens, qui peuvent à juste titre se sentir méprisés par une législation insuffisamment respectueuse de leur dignité,
le groupe La France Insoumise soumet aujourd'hui à la représentation nationale une proposition de loi qui, animée par une exigence de liberté et de respect de toutes les consciences, vise à légaliser sous condition l'euthanasie et l'assistance au suicide. C'est en effet l'objet de l'article 1er de la proposition de loi. Plutôt que de recourir à la formule d'assistance médicalisée active à mourir ou à d'autres circonvolutions, cet article n'hésite pas à employer les termes d'euthanasie et d'assistance au suicide, car comme l'ont montré les enquêtes d'opinion précédemment citées, ce sont des notions qui sont parfaitement claires pour nos concitoyens et qui ne leur font plus peur aujourd'hui. Assumant la revendication d'un droit de mourir que Chantal Sébir et Vincent Humbert ont jadis réclamé en vain à la justice française et au président de la République successifs, l'article 1er subordonne la légalité des actes d'euthanasie et d'assistance au suicide à plusieurs conditions inspirées des lois belges et luxembourgeoises. Premièrement, la demande doit émaner d'une personne capable, au sens civil du terme, l'hypothèse où la personne serait hors d'état d'exprimer sa volonté étant envisagée. Deuxièmement, cette personne doit être atteinte d'une affection grave ou incurable, quelle qu'en soit la cause, qui soit lui inflige une souffrance physique ou psychique qu'elle juge insupportable et qui ne peut être apaisée, soit la place dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité. Enfin, l'acte létal ne peut être accompli que par un médecin ou en présence et sous la responsabilité d'un médecin, étant précisé que l'article 4 garantit aux professionnels de santé la possibilité d'invoquer leur clause de conscience pour refuser d'accompagner un patient dans ses démarches, à condition cependant de l'orienter immédiatement vers un praticien susceptible de l'accepter. Ce n'est qu'aux conditions précédemment énoncées que les personnes prêtant leur concours à un acte d'euthanasie ou d'assistance au suicide pourront bénéficier de l'exonération de poursuites et de sanctions pénales prévues par l'article 5. Cette disposition tend en effet à modifier le code pénal afin que l'acte d'euthanasie ou d'assistance au suicide régulièrement pratiqué ne soit considéré ni comme meurtre ni comme un empoisonnement. Je vous proposerai par ailleurs un amendement afin de garantir que cet acte ne soit pas non plus assimilé à un assassinat. Cette absence d'incrimination ne vaut toutefois que pour autant qu'aura également été respectée la procédure collégiale et extrêmement précise qui est détaillée à l'article 3. S'inspirant là encore des droits belges et luxembourgeois, cet article encadre de façon très stricte le traitement des demandes d'euthanasie et d'assistance au suicide, devant résulter des directives anticipées ou être formulées devant au moins 2 témoins lorsqu'elles le sont par oral. Ces demandes devront être examinées par le médecin traitant et au moins un autre médecin indépendant. Ces médecins seront tenus de consulter l'équipe médicale assistant le patient au quotidien, sauf opposition de ce dernier, et d'établir un rapport sur la base duquel sera organisé un entretien avec le patient. Lorsque ce dernier n'est pas conscient et capable, ou si l'expression de sa volonté ne revêt pas un caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite, l'entretien a lieu avec sa personne de confiance, étant précisé que l'article 2 de la proposition de loi permet la désignation de plusieurs personnes de confiance appelées à se succéder selon un ordre de préférence en cas de refus, d'empêchement, d'incapacité ou de décès de l'une d'entre elles. Le déroulement de cet entretien est très précisément décrit. Le médecin doit notamment informer le patient ou sa personne de confiance de son état de santé, de son espérance de vie, des possibilités thérapeutiques éventuellement encore envisageables, de l'état de la recherche en la matière, des possibilités offertes par les soins palliatifs, de leurs conséquences, des modalités d'accompagnement de fin de vie, ainsi que des conséquences de son choix. Si à l'issue de cet entretien, la demande d'euthanasie ou de suicide assisté exprimée par le patient ou par sa personne de confiance persiste, elle sera actée dans un écrit daté et signé en présence de 2 témoins n'ayant aucun intérêt matériel ou moral au décès. Une fois cette demande réitérée par écrit, l'acte létal sera accompli dans un délai maximal de 4 jours à compter de l'établissement de cet écrit, et le médecin qui y aura apporté son concours sera tenu d'adresser un rapport à une commission régionale de contrôle dans un délai de 4 jours ouvrables à compter du décès. Ce dispositif de contrôle permettrait notamment d'établir sur la base de données non confidentielles des rapports statistiques et d'évaluation permettant de détecter et de neutraliser rapidement toute velléité de pratiquer des euthanasies ou des suicides assistés aux seules fins de libérer des lits. En effet, qu'on ne brandisse pas cette accusation tout aussi
éculée qu'infondée. Les études ont montré que bien que légalisée chez nos voisins européens, l'assistance au suicide et l'euthanasie restent à un niveau stable et marginal par rapport au nombre total de décès. Moins de 0,2% au Luxembourg, de 2% en Belgique et de 3,5% aux Pays-Bas. Qu'on ne nous oppose pas non plus l'argument selon lequel il serait nécessaire, avant de légiférer, d'engager de nouveaux débats ou de nouvelles évaluations, ou d'attendre la conclusion des États généraux de la bioéthique qui se sont ouverts la semaine dernière, missions parlementaires successives menées notamment par M. Jean Leonetti, débat organisé par la Commission de réflexion sur la fin de vie en France et par le Comité consultatif national d'éthique. Rarement, un sujet aura été aussi débattu et évalué au cours des 20 dernières années. Rarement, le législateur aura été contraint de remettre aussi souvent l'ouvrage sur le métier. Preuve que, malgré les évolutions qu'il a connues, notre dispositif encadrant la fin de vie n'est toujours pas adapté aux besoins et aux attentes de nos concitoyens. Une loi du 9 juin 1999 a prétendu garantir l'accès aux soins palliatifs sur l'ensemble du territoire. Résultat, cet objectif dont la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté n'a nullement vocation à enrayer la poursuite et aujourd'hui loin d'être atteint. La loi Kouchner du 4 mars 2002 a permis de désigner une personne de confiance. Résultat, il a fallu 2 nouvelles lois pour renforcer son rôle. La loi du 22 avril 2005 dite Leonetti et la loi du 2 février 2016 dite Claes-Leonetti. La loi Leonetti a prohibé l'obstination déraisonnable et permis aux majeurs de rédiger des directives anticipées. Résultat, une étude publiée en 2012 par l'INED a montré qu'en moyenne, seuls 2,5% des personnes décédées ont rédigé des directives anticipées. Et plusieurs rapports ont montré que l'acharnement thérapeutique persiste à la faveur d'une culture médicale curative nourrie par l'insuffisante formation des professionnels de santé aux enjeux liés à la fin de vie et à la prise en charge de la douleur. Quant à la loi Claes-Leonetti qui a consacré la pratique des sédations profondes et continues, l'écrivaine Anne Berthe, qui a dû se rendre en Belgique pour être euthanasiée dans un service de soins palliatifs, l'a qualifiée il y a quelques mois encore de poudre aux yeux pour les malades en fin de vie, tant la sédation terminale est inadaptée à un certain nombre d'agonies. Aucune étude scientifique ne démontre par ailleurs à ce jour l'absence totale de souffrance chez la personne sédatée qui met parfois plusieurs semaines à succomber à un défaut de déshydratation. Si la sédation profonde et continue peut être une solution satisfaisante pour certaines personnes, elle ne l'est donc pas pour toutes. Elle peut faire peur aux malades et à leurs proches, tout comme l'acharnement palliatif qui ne convient pas non plus à tous les patients. De mon point de vue, la logique consistant à évaluer les dispositifs législatifs existants de manière régulière ne doit pas porter atteinte à la responsabilité du législateur, qui est celle de combler au plus vite les lacunes les plus manifestement béantes de nos politiques publiques. J'espère donc que la représentation nationale ne tergiversera pas encore durant des mois, voire des années, et qu'elle adoptera la présente proposition de loi qui, dans le respect de la liberté de toutes les consciences, offre enfin à nos concitoyens la possibilité de choisir en consacrant le droit de mourir revendiqué par Vincent Imbert il y a de cela 15 ans. Je passe la parole à M. Jean-Louis Touraine pour République En Marche. Merci Madame la Présidente. Un grand merci à Madame Fiat d'avoir mis sous les projecteurs l'importante question de la fin de vie. Pas moins de 3 propositions de loi sont déposées depuis juillet 2017, prouvant l'intérêt de nos collègues sur cette importante question. Dans le récent sondage que vous avez évoqué, fait par l'IFOP pour la Croix, 89% des Français aspirent à un complément au dispositif législatif actuel. Mais si la réflexion en vue d'un aboutissement législatif prochain est parfaitement légitime, son timing paraît moins opportun. En effet, plus d'une demi-douzaine de concertations de notre Assemblée ou auprès du public sont initiées avec des réponses et des rapports avant l'été prochain. Je cite l'Inspection générale des affaires sociales pour le printemps, le Conseil économique, social et environnemental pour le rapport pour le mois d'avril, l'OPEXT, le Comité consultatif national d'éthique avant l'été, notre Assemblée nationale avec un groupe d'études qui se met en place et notre commission des affaires sociales qui lance un cycle d'audition. Il serait donc insultant pour tous les Français sollicités en ce moment en grand nombre pour réfléchir sur la réponse à apporter à l'importante question soulevée et savoir où mettre le curseur,
de légiférer avant d'avoir aucun de ces rapports. Je suggère donc de ne pas entrer dans le débat sur le fond des articles, mais de suggérer plutôt très courtoisement à notre collègue Madame Caroline Fiat de bien vouloir retirer sa proposition pour l'instant, permettant au débat de se développer utilement et largement, puis après cette constatation, très prochainement, dans les prochains mois, de le présenter à nouveau, simultanément avec les autres propositions de loi pour légiférer en tenant compte des opinions exprimées. En l'absence de retrait, nous nous abstiendrons sur les amendements de suppression, mais nous voterons contre chacun des articles. Monsieur Adrien Quatennens pour France Insoumise. Merci Madame la Présidente et merci à ma collègue Caroline Fiat pour son rapport. La dernière révision des lois de bioéthique de 2011 n'a pas été à la hauteur des enjeux en matière de respect de la dignité humaine à la fin de vie. Certes, la loi Leonetti permet d'interrompre le traitement des malades après consultation de leurs proches. Cette loi ne s'applique bien souvent malheureusement que quand le patient lui-même est dans l'incapacité physique de prendre ce type de décision. Je vais donc reprendre ici le même exemple que celui que j'ai utilisé au moment de l'audition du président du Comité consultatif national d'éthique, car tous les collègues, bien sûr, n'étaient pas présents au moment de cette audition. Anne Baer était écrivaine. Elle était atteinte de la maladie de Charcot et elle militait activement pour le droit de choisir sa fin de vie. Et elle avait interpellé à ce sujet précis les candidats aux élections présidentielles de 2017. Après avoir écrit son dernier livre, elle regrettait l'inaction de François Hollande et l'immobilisme prôné par Emmanuel Macron. Ce sont ses mots. En septembre 2017, elle a annoncé sa volonté de mettre fin à ses souffrances et d'être euthanasiée. Elle a franchi la frontière pour rejoindre un centre de soins palliatifs. Française, elle a fermé les yeux en Belgique le 2 octobre 2017. Comme elle, 4500 personnes procèdent chaque année à l'euthanasie de manière clandestine ou à l'étranger. Le droit à mourir dans la dignité est donc, selon nous, un droit fondamental. Cette proposition décrit les procédures et les conditions d'application de ce droit. Elle améliore les conditions de désignation de la personne de confiance, dépénalise la participation des médecins à ce processus et adapte le code de déontologie tout en introduisant une clause de conscience. Selon le sondage publié et cité de Lacroix le 3 janvier, c'est 89% des personnes interrogées qui seraient favorables à cette mesure. Et ma collègue Caroline Fiat a pu le rappeler lors de ses auditions avec plusieurs dizaines d'acteurs et d'experts. Cette proposition de loi est donc consensuelle et ne devrait pas trouver d'opposition franche, sauf à croire que certains groupes ne s'amusent à s'opposer aux propositions ne venant pas de leur rang, juste pour le principe. Monsieur Pierre Dharréville pour GDR. Merci Madame la Présidente. Chers et chers collègues, le débat engagé ici par Caroline Fiat et le groupe de la France Insoumise, et je veux saluer le rapport qu'elle a prononcé avec les questionnements qu'elle a portés courageusement, touche à un sujet sensible. Il a soulevé un questionnement dans notre groupe avec des regards différents et nos échanges vont encore se poursuivre dans les temps à venir. Si cela touche à l'intime, c'est bien la réflexion qui doit conduire nos décisions. Les questions sont vastes. D'abord, les questions sur la loi actuelle qui prévoit des dispositifs d'accompagnement et sur son évaluation. Nous avions à l'époque voté cette loi en pensant que les dispositifs, je cite, permettaient de répondre de manière digne et apaisée à la quasi-totalité des situations de fin de vie, soulignant le refus de l'acharnement thérapeutique, l'impérieuse nécessité de soulager les souffrances dans le cadre d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Les moyens d'appliquer ces lois ont-ils vraiment été accordés ? Ensuite viennent des questions sur la liberté telle qu'invoquée, sur notre rapport à la dignité des personnes malades, en manque aggravé d'autonomie ou en fin de vie, sur la dignité elle-même en tant que dimension ontologique, sur la prise en charge de la souffrance physique ou morale, sur les moyens accordés aux soins palliatifs, sur la tâche parfois ingrate et noble de l'accompagnement dans toutes ses dimensions, sur les conditions de la fin de vie et sa prise en charge financière, sur la pression sociale aussi, qui parfois peut s'exercer sur celles et ceux qui n'ont plus entièrement leur destin en main, sur l'universalité des droits et le rapport de chacun à sa propre fin, sur le fait de savoir jusqu'à quand et jusqu'où nos choix sont libres et comment le codifier, sur la vulnérabilité de chaque sujet aux différents moments de son existence, sur le suicide et les responsabilités sociales face à la mort, sur notre réaction face au désir de mort d'autrui, qui pose aussi la question de ses sources, sur le sens de la vie quand elle touche à sa fin,
sur la responsabilité de chaque personne, de la famille, des soignants, et sur les effets induits de l'introduction d'une telle possibilité. Cela ouvre une discussion éthique intense, profonde, que nous allons encore continuer. Merci, Monsieur Thomas Mesnier, pour République En Marche. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. Il n'est pas question de posture, je crois, aujourd'hui, et c'est tout l'honneur de notre Assemblée de débattre de cette question sereinement. Le sujet que vous soulevez aujourd'hui est difficile. Il touche aux convictions, aux histoires de vie de chacune et chacun. Et je pense qu'il est véritablement primordial de suivre les différents débats et missions lancés sur le sujet. Des discussions qui, j'insiste, devront être sereines et apaisées. Et une évaluation de l'excellente loi actuelle, très récente, qui a été, cela a été dit, malheureusement assez insuffisamment connue de tous les Français. Donc laissons le temps du débat de société. J'encourage tous nos concitoyens à y participer, notamment via les états généraux de bioéthique lancés la semaine dernière. Il ne me semble à ce jour pas opportun de légiférer à nouveau dans ce contexte. Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Donc j'essaie de faire rapide pour répondre à tout le monde. Par rapport à la proposition de retrait de ma proposition de loi de Monsieur Touraine, alors je suis assez surprise étant donné que Monsieur Touraine, que vous avez déposé cette même proposition de loi 2 mois avant moi. Donc étant donné que vous n'avez pas retiré la vôtre, je ne vois pas pourquoi je retirerai la mienne. Donc là, je veux bien, mais j'ai un problème de compréhension, je pense. Madame Firmin-Le Bodo, si on applique les dispositions du règlement de l'Assemblée nationale sur les missions d'évaluation, on ne pourrait évaluer la loi Claeys-Leonetti que 3 ans après sa promulgation, soit seulement à compter de début 2019, ce qui ferait encore reculer l'échéance de plusieurs années. Monsieur Ramadier, contrairement à ce que vous avez indiqué, plus de la moitié des personnes admises dans les unités de soins palliatifs maintiennent la demande de mourir malgré les soins prodigués, d'après les données citées par monsieur Jean-Luc Romero lors de son audition la semaine dernière. Madame de Vaucouleurs, sur la possibilité d'accès à la sédation profonde et continue, sachez qu'elle est encore rarement appliquée, puisque les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur les modalités de cette sédation n'ont toujours pas été publiées, comme l'a rapporté hier en audition la Société française d'accompagnement des soins palliatifs. Madame Elimas, vous avez évoqué le cas de la personne qui apprend le diagnostic d'une maladie grave et incurable. Comme l'a souligné hier les représentants du Centre national de la fin de vie et des soins palliatifs, le seul fait de savoir qu'ils ont la possibilité de choisir pourrait apaiser bon nombre de nos concitoyens qui sont souvent condamnés sans pour autant qu'ils choisissent définitivement l'euthanasie. Concernant la législation de l'euthanasie et du suicide assisté, elle n'est nullement anti-éthique, avec l'objectif, la poursuite et le déploiement des soins palliatifs sur l'ensemble du territoire. Monsieur Lurton, heureusement que tout le monde n'est pas d'accord avec notre proposition. Et il faut bien entendre que quand 90% des Français disent qu'ils sont favorables à ce qu'une loi soit légiférée sur l'euthanasie, ça ne veut pas dire que ces 90% sont pour l'euthanasie et encore moins souhaiteraient une euthanasie pour eux-mêmes. Donc je voulais juste préciser ça. Et je n'ai pas parlé du mot conservateur parce qu'effectivement, tout le monde peut penser différemment et c'est bien le but de notre proposition de loi. Ce n'est pas parce qu'on propose l'euthanasie que l'on va l'imposer. Par rapport à l'audition de l'ASFAP, c'est-à-dire les soins palliatifs, ils ont un avis très réservé sur le texte, mais avis plus ouvert des représentants du Centre national de la fin de vie et des soins palliatifs. On n'a pas eu le temps d'auditionner les médecins, mais éventuellement, si vous le souhaitez, c'est envisageable d'ici la séance publique.
Voilà. Pour Monsieur Bazin, l'avis favorable aux amendements demandant un rapport annuel sur la mise en œuvre effective du plan pluriannuel du développement des soins palliatifs. Notre groupe le suit. Donc, je pense qu'on répond à votre question. Il ne faut pas opposer les deux. Monsieur Hetzel, j'ai auditionné hier les représentants du Centre national de la fin de vie et des soins palliatifs qui nous ont fait part des difficultés d'application de la loi du 2 février 2016 qui mettrait, selon elle, les médecins dans une situation de malaise et qui serait difficilement applicable puisque les unités de soins palliatifs qui sont en première ligne en matière de sédation sont souvent récalcitrantes puisque les personnels qui y travaillent ont fait des choix de s'engager professionnellement pour accompagner des malades, la main dans la main, les yeux dans les yeux, et pas des malades sédatés. Par rapport à différentes remarques, je rappelle pour ceux qui ne le savent peut-être pas que j'étais aide-soignante de nuit dans différents services, même si à la fin j'étais en EHPAD, et que évidemment je connais le regard des patients dans les dernières heures de leur vie en ayant accompagné beaucoup, qu'on a tous de belles histoires de beaux décès et qu'on a tous aussi des histoires de décès tragiques et difficiles, et que tout ceci a bien été pris en compte. Et juste pour terminer, je pense qu'on partirait sur de mauvaises bases si on oppose systématiquement la loi Claes-Leonetti et les soins palliatifs avec cette proposition de loi sur l'euthanasie. D'ailleurs, Monsieur Breton, notre groupe France Insoumise va co-signer votre PPL sur les soins palliatifs parce qu'il est évident qu'en France, et vous devez vous en rendre compte, que j'en agace peut-être certains, que dans l'hémicycle, je suis la première à dire qu'il manque d'effectifs et que les soins palliatifs ne fonctionnent pas suffisamment. Donc, il ne faut certainement pas opposer les deux. Tout le monde mérite une fin de vie digne et selon son choix, c'est-à-dire une fin de vie sans sédation si c'est le choix, une fin de vie avec sédation si c'est son choix, et une fin de vie de manière avec euthanasie si c'est son choix. Et vraiment, il ne faut pas opposer les deux parce que ça n'a rien à voir. Et si les soins de palliatifs s'améliorent en France, j'en serai la première satisfaite. Donc vraiment, pour tout le monde, ne pas opposer les deux. On parle d'un choix personnel. Et concernant les remarques sur ma définition de la fin de vie digne, j'ai envie de dire que nous sommes beaucoup dans cette salle et nous aurions tous, si je vous le demandais de m'écrire votre définition de fin de vie digne, une définition différente parce que cette définition est un choix personnel. Je vous remercie. Je pense que le premier amendement n'est pas défendu. Madame Brenier est-elle présente? Non. Bien. Alors, l'article 1er, nous avons 4 amendements de suppression de l'article. Donc, avis défavorable. Je vais faire très court parce que je viens de le dire. Il ne faut surtout pas opposer la loi Claes-Leonetti à cette proposition de loi qui n'a aucun rapport. Enfin, la demande... non, je suis désolée. La demande des gens à avoir besoin d'une euthanasie si elles le décident n'a rien à voir avec la proposition de sédation. Si les gens demandent ça, c'est que la proposition de sédation ne leur convient pas. Et comme je l'ai rappelé en préambule, nous n'avons aucune étude sur cette sédation profonde et la souffrance qui pourrait être liée à cette sédation. Donc, ce sera un avis défavorable. Merci. Oui, vis-à-vis de ces amendements, je propose au groupe La République En Marche de s'abstenir, sachant que nous voterons contre l'article 1er. Mais je voudrais ajouter à Madame la rapporteure qu'elle a tout à fait raison d'insister sur le fait qu'il ne faut pas opposer l'aide active à mourir, l'euthanasie, avec les soins palliatifs. Nos amis belges ont bien montré qu'au contraire, les deux se sont développés simultanément. Et aujourd'hui, en Belgique, il n'y a aucun déficit de soins palliatifs. Et en même temps, il y a la liberté de choix de sa fin de vie. C'est un exemple que nous devrions méditer. Et ça existe dans les autres pays du Benelux. Ça existe outre-Atlantique, au Canada et dans plusieurs États américains. C'est quelque chose qui est très largement répandu. Et les deux vont ensemble. C'est parmi les gens en soins palliatifs qu'un pourcentage relativement modéré, 1 à 2%, de personnes réitèrent régulièrement leur demande de vouloir être dispensées d'agonie. Cependant, pour ces personnes, c'est quelque chose de tout à fait important. Et donc, elle a raison de dire ce n'est pas l'un ou l'autre. Il nous faut que notre pays comble ces deux lacunes, ces deux déficits
dans les mois à venir, mais après que le débat ait pu avoir lieu. Et je complète pour Madame Fiat que je ne lui demande pas de retirer définitivement son texte. Je lui demande un report, c'est pas pareil, comme je l'ai appliqué pour ma propre PPL, c'est-à-dire un report après que les états généraux pilotés par le Comité consultatif national de l'éthique aient eu le temps de se développer. Sinon, nous insultons nos concitoyens en leur disant « on vous dit de vous réunir, mais on a déjà légiféré ». Alors qu'est-ce qu'ils vont nous dire, les gens? Ils vont nous dire « mais c'est une parodie de concertation puisque vous avez déjà légiféré ». Merci, Madame le rapporteur. Donc, Monsieur Bazin, permettez-moi de ne pas partager votre point de vue. Que se passe-t-il aujourd'hui si la personne de confiance préalablement désignée par le malade en fin de vie ne peut exercer sa mission pour telle ou telle raison, décès, empêchement, incapacité, etc. Et si le malade en question est désormais inconscient et donc hors d'état d'exprimer sa volonté? À défaut de directives anticipées, je rappelle que d'après une étude de l'INED, seuls 2,5% des personnes décédées en avaient rédigé en décembre 2009. Les médecins n'ont d'autre solution que de se tourner vers la famille et ou les proches du malade en fin de vie sans avoir la moindre assurance que ce dernier avait confiance dans ces personnes, ni que les volontés rapportées par ces personnes correspondent bien aux souhaits qu'aurait pu exprimer dans le passé le malade en fin de vie. L'amélioration que l'article 2 propose d'apporter au dispositif relatif à la personne de confiance ne me paraît donc pas inutile, loin de là. Qui plus est, la procédure ne me semble pas lourde. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 1111-6 du Code de la santé publique prévoit déjà que la personne de confiance doit être désignée dans un écrit portant la signature des deux intéressés. En quoi est-il compliqué et contraignant pour nos concitoyens de leur permettre d'établir une liste dans cet écrit et de désigner ainsi, par ordre de préférence, les personnes de confiance qui seront amenées à remplacer celles qui les précèdent dans le classement? Ce n'est pas exiger un effort insurmontable que de leur demander d'écrire une liste de quelques noms plutôt que d'écrire un seul nom. Donc, pour ma part, ce sera un avis défavorable. Si, je vais donc mettre aux voix ces amendements de suppression de l'article. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ils ne sont donc pas adoptés. Ils sont adoptés, pardon, excusez-moi. Je suis. C'est bon. Les autres amendements vont donc tomber. L'article 1er est supprimé. Je suis. C'est bon. Donc, Monsieur Bazin, permettez-moi de ne pas partager votre point de vue. Que se passe-t-il aujourd'hui si la personne de confiance préalablement désignée par le malade en fin de vie ne peut exercer sa mission pour telle ou telle raison, décès, empêchement, incapacité, etc. Et si le malade en question est désormais inconscient et donc hors d'état d'exprimer sa volonté? À défaut de directives anticipées, je rappelle que d'après une étude de l'INED, seuls 2,5% des personnes décédées en avaient rédigé en décembre 2009. Les médecins n'ont d'autre solution que de se tourner vers la famille et ou les proches du malade en fin de vie sans avoir la moindre assurance que ce dernier avait confiance dans ces personnes, ni que les volontés rapportées par ces personnes correspondent bien aux souhaits qu'aurait pu exprimer dans le passé le malade en fin de vie. L'amélioration que l'article 2 propose d'apporter au dispositif relatif à la personne de confiance ne me paraît donc pas inutile, loin de là. Qui plus est, la procédure ne me semble pas lourde. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 1111-6 du Code de la santé publique prévoit déjà que la personne de confiance doit être désignée dans un écrit portant la signature des deux intéressés. En quoi est-il compliqué et contraignant pour nos concitoyens de leur permettre d'établir une liste dans cet écrit et de désigner ainsi, par ordre de préférence, les personnes de confiance qui seront amenées à remplacer celles qui les précèdent dans le classement? Ce n'est pas exiger un effort insurmontable que de leur demander d'écrire une liste de quelques noms plutôt que d'écrire un seul nom. Donc, pour ma part, ce sera un avis défavorable. Merci, Monsieur Jean-Louis Touraine. Merci. Oui, pour cet amendement, dans la logique de ce que j'ai déjà développé, je propose que nous abstenions pour voter contre l'article 2. Et juste en réponse à Monsieur Breton qui évoquait l'exception française, de fait, ce n'est pas seulement les pays d'Amérique du Nord qui ont avancé en ce domaine, c'est aussi bien sûr la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse et même d'une certaine façon l'Allemagne et la Grande-Bretagne qui ont une tolérance basée sur la jurisprudence et à un certain degré l'Espagne. Si bien qu'on a effectivement une exception qui est franco-française
et bientôt plus aucun pays n'aura la même limitation que la France. Je crois qu'il est important de dire qu'il serait peut-être mieux d'avoir l'exception française d'humanisme basée sur les Lumières plutôt qu'une exception qui soit basée que sur la coercition. Merci. Je mets aux voix ces amendements qui ont reçu un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Non. Qui s'abstient? Ils sont adoptés. L'article 2 est donc supprimé. L'article 3, j'ai de nouveau 3 amendements de suppression de l'article. L'amendement 3, Monsieur Bazin. Je suis. Donc, concernant l'amendement 3, c'est un avis défavorable. Je ne reviendrai pas sur l'argument selon lequel le droit positif serait suffisant pour satisfaire les besoins et attentes de nos concitoyens. J'ai déjà eu l'occasion d'y répondre. Concernant tous les exemples que j'ai dit tout à l'heure, on a tous des belles histoires et on a tous des histoires tragiques. Et c'est bien ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, c'est un choix personnel et ce sont des histoires personnelles et on ne peut pas faire d'une histoire personnelle une généralité. Et voilà, sinon je vous parle du décès de mon grand-père qui a eu lieu en début d'année et vous allez tous voter contre. Donc, concernant l'amendement 19, je tiens à exprimer mon étonnement que des députés issus du mouvement démocrate et apparenté, donc de la majorité, proposent de supprimer un par un tous les articles de cette proposition de loi au motif qu'il serait prématuré de légiférer à nouveau. Alors que nombre de députés qui sont eux aussi issus de la majorité et qui siègent dans cette commission sont montrés plus empressés de légiférer sur la question que le groupe La France Insoumise. Ces députés ont en effet co-signé et déposé dès septembre 2017 une proposition de loi numéro 185 portant sur la fin de vie d'indignité qui légalise peu ou prou l'euthanasie sous le nom pudique d'assistance médicalisée active à mourir. À cet égard, il me semble que la procédure extrêmement précise et détaillée qui est décrite à l'article 3 de la présente proposition de loi offre aux patients et à leur entourage comme aux médecins des garanties procédurales bien plus nombreuses et bien plus solides que les 5 courts paragraphes de l'article unique de la proposition de loi numéro 185 portée par une partie de la majorité. C'est pour ça que je donnerai aussi un avis défavorable. Oui, pour la logique, toujours la même, abstention pour voter contre l'article 3. Je voulais pas, j'ai dit que je voulais pas venir sur le fond des propositions, mais puisque Mme Fiat m'y exhorte, je suis obligé de lui indiquer que les 2 projets, le sien et celui que j'avais précédemment déposé, ne sont pas identiques. Ils sont proches, mais non identiques. Quand dans son article 3, dont nous débattons actuellement, elle parle d'une personne atteinte d'une affection grave ou incurable, cela étend le champ de cette application extrêmement largement. Vous m'accorderez, Madame Fiat, qu'un cancer est une maladie grave. Ben oui, mais plus de la moitié des cancers sont heureusement curables. Et donc, je trouverais un petit peu dommageable que quelqu'un, au début d'une maladie cancéreuse, qui a plus d'une chance sur 2 de guérir, puisse se désespérer au point de mettre un terme tout de suite à sa vie. Donc, vous voyez bien qu'il y a nécessité de réflexion. Et ce à quoi je vous exhorte, ce n'est pas à dire adopter ma proposition ou adopter la vôtre. Je demande à ce que l'on ait une concertation après les États généraux, quand on saura exactement où les Français veulent mettre le curseur entre toutes ces éventualités. Et là, utilement, efficacement, ensemble, avec vous, en ressortant votre texte, en étudiant autant celui de M. Falorni et le mien, tous ensemble, nous essayons d'élaborer quelque chose qui correspond aux vœux de l'immense majorité des Français. Je suis. Merci. Je mets donc aux voix ces amendements qui ont reçu un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés. L'article 3, compte tenu du fait que les autres amendements ne sont pas soutenus, je mets l'article 3 est donc supprimé. L'article 4, nous avons... Madame la rapporteure.
Merci Madame la Présidente. Donc ce sera un avis défavorable. Évaluer la loi Claes-Leonetti n'apportera donc aucune réponse aux attentes de certains de nos concitoyens en fin de vie. En 2012, la commission de réflexion sur la fin de vie en France a clairement expliqué que pour répondre à la situation de souffrance existentielle d'une personne qui a conscience de perdre la tête et qui craint l'évolution tragique d'une tumeur cérébrale, alors même qu'elle est encore lucide et qui souhaite accélérer la fin de sa vie, il faudrait une loi permettant un suicide assisté ou une euthanasie, mais dans les deux cas très en amont de la phase terminale de la maladie. C'est bien parce que la sédation n'est pas une solution pour tous les malades qui souhaitent abréger leur souffrance que l'écrivaine Anne Berthe disait il y a quelques mois encore que la loi Claes-Leonetti n'était que de la poudre aux yeux. Avis défavorable. Alors, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, l'amendement est adopté. L'article 4 est rejeté. Nous passons à l'article 5. Donc, je ne passe pas la parole à... Je suis. Madame la rapporteure sur ces 3 amendements. Merci. Chacun peut tirer l'interprétation du serment d'Hippocrate dans le sens qui sert mieux son point de vue. Je pourrais tout aussi bien vous répondre que l'interdiction faite aux médecins de provoquer délibérément la mort ne prévaut nullement sur l'impératif commandant aux médecins de tout faire pour soulager les souffrances et que l'euthanasie et l'assistance au suicide peuvent être un moyen de soulager les souffrances et de ne pas prolonger abusivement les agonies. Au-delà de ces arguties, je tiens à souligner qu'aujourd'hui, sur notre territoire, un certain nombre de médecins s'affranchissent du serment d'Hippocrate pour provoquer délibérément la mort sans que leur patient en fin de vie l'est nécessairement demandé. Dans son étude de novembre 2012, les décisions médicales en fin de vie en France, l'INED a relevé qu'en décembre 2009, les décisions médicales, quelles qu'elles soient, avec intention de mettre fin à la vie des patients, représentaient 3,1% des décès, dont 0,8% par administration d'un médicament létal. Or, les auteurs de l'étude indiquaient que seul un 1/5 de ces décisions sont prises à la demande des patients. Il semble donc que près de 80% des actes considérés comme des euthanasies soient, dans notre pays, pratiqués sans même que les patients en aient fait explicitement la demande. À l'inverse, si l'euthanasie était légalisée et encadrée sur les modèles belges et luxembourgeois, on disposerait dans notre pays d'un dispositif de remontée d'informations très précis qui permettrait d'identifier rapidement tout médecin qui aurait pratiqué une euthanasie ou une assistance au suicide sans respecter les conditions et la procédure déterminées par la loi. Et pour finir sur une petite boutade, je suis content que le serment d'Hippocrate revienne parce que je vous rappelle que pendant le PLFSS où on nous a annoncé des soins prodigués alors qu'ils n'avaient pas lieu d'être, j'étais un petit peu seule sur les bancs à expliquer que le serment d'Hippocrate interdisait cet acte et que la solution était déjà trouvée. Je suis. Merci. Je mets aux voix ces amendements qui ont reçu un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont donc adoptés. L'amendement suivant tombe et l'article 5 est supprimé. Je suis. L'article 6, nous avons 2 amendements de suppression. Donc, faut-il rappeler aux auteurs de l'amendement que le code de déontologie médicale revêt la forme d'un décret au Conseil d'État signé du Premier ministre, qu'il a donc une valeur réglementaire et que dans la hiérarchie des normes, la loi prévaut sur le règlement. La présente proposition de loi ne peut donc, à proprement parler, enfreindre le code de déontologie médicale. En revanche, ce dernier enfreindrait la loi s'il n'était pas adapté à ces évolutions. C'est la raison pour laquelle l'article 6 précise, si besoin en était, que le code de déontologie médicale devra être modifié par voie réglementaire de façon à ce que ces prescriptions soient conformes à la présente loi. Il s'agit de l'application pure et simple de la hiérarchie des normes fixées par la Constitution de la Ve République, à laquelle les auteurs de l'amendement sont, je n'en doute pas, très attachés. Avis défavorable. Merci. Je mets aux voix ces amendements qui ont reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés. L'article 6 est donc supprimé. L'article 7, un amendement de suppression de l'article par Monsieur Breton, l'amendement 13. Défendu, Madame la Présidente. Merci. Avis de la rapporteure? Défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc adopté. Je suis. Alors, sur l'amendement 6, Madame la rapporteure, c'est un avis défavorable. Qui est pour? Non.
Ah bon, vous n'avez pas encore donné votre avis. Bon, alors donnez votre avis, madame la rapporteure, pardon. En plus, c'est un avis favorable. C'est ça. Donc, je suis favorable à cet amendement, parce que de la même façon que la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse opérée par la loi du 17 janvier 1975 n'a pas mis fin aux campagnes relatives à la contraception, de même, la légalisation de l'euthanasie et de l'assistance au suicide ne saurait détourner les pouvoirs publics de l'objectif consistant à offrir à nos concitoyens un accès universel aux soins palliatifs sur les modèles belges et néerlandais. Avis favorable. Je mets donc aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable de madame la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc rejeté. L'amendement 14 de monsieur Breton, votre avis, madame la rapporteure? Avis favorable. Et puis alors là, je lance un appel. Ça rentre dans vos demandes depuis le début des travaux. Enfin, je sais pas, tout le monde s'en moque un peu. Mais tout le monde demande à ce que la loi sur les soins palliatifs soit revue, corrigée, réfléchie. Là, c'est exactement ce qu'on vous propose. Donc là, je ne comprends pas le vote contre. Donc, avis favorable. Je suis. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable de madame la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc rejeté. L'ensemble des articles de la proposition de loi ayant été supprimés, le texte est considéré comme rejeté par la commission. Merci madame la rapporteure pour toutes vos réponses et merci à mes collègues. Je suis. Je voulais juste dire un mot et remercier les personnes d'avoir participé à un débat constructif. Juste pour quelques réponses par rapport à des choses on m'a interpellée, je ne pouvais pas répondre. Pour la liste des personnes de confiance dans laquelle on ne parle pas des familles, je suis désolée de l'apprendre à certaines personnes peut-être, mais dans certaines familles, ça se passe mal et il n'y a pas de personnes de confiance au sein de la famille. Et ça, il faut y penser. Par rapport à l'exemple d'un cancer qui pourrait être guéri et qui n'est donc pas incurable, je pense qu'en France, le choix est important et on ne va pas forcer les gens à guérir si ce n'est pas leur souhait. Concernant le timing qui m'a souvent été reproché tout le long de ce débat, je vous rappelle que cette proposition de loi fait partie de notre niche parlementaire et que nous n'avons en aucun cas le choix de la date de la niche parlementaire et que nous ne pouvions pas choisir le timing. Et concernant les états généraux, concernant la bioéthique, il y a beaucoup de sujets qui vont en faire partie et notre proposition de loi aurait pu favoriser des discussions qui n'ont pas encore eu lieu sur la bioéthique sur certaines propositions et faciliter le travail. Je vous remercie.